Alors bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de nos conférences en ligne pratique dentaire. Alors en tant que chirurgien dentiste, on connaît bien les liens entre la santé orale et la santé générale et on sait que les maladies parodontales ont un lien sur les maladies générales, notamment avec le diabète et puis les maladies cardiovasculaires. En 2019, l'assurance maladie décidait de prendre en charge les bilans parodontaux et certains soins parodontaux chez les patients diabétiques en ALD 8. Et en février 2024, ce dispositif a été étendu à 5 autres ALD. En début 2025, l'UFSBD, en association avec la SFPIO, la Société française de parodontologie et d'implantologie orale, éditait un nouveau guide d'objectifs prévention qui est téléchargeable sur le site des deux associations et qui permettait d'accompagner les praticiens sur la prise en charge de ces patients en ALD et pour mieux connaître les liens et puis les pathologies qui sont en lien avec les maladies parodontales. C'est ce travail que nous vous proposons de vous exposer avec le docteur, on va faire honneur aux femmes, Isabelle Nouard, qui est chef de clinique en parodontologie à l'UFR d'odontologie de Rennes, et puis le docteur Adrien Brun, qui est maître de conférence en parodontologie aussi à l'Université de Paris, et puis qui est aussi praticien à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Avant de leur passer la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions en cliquant sur l'icône QR qui est en bas de votre écran. On y répondra à la fin de la session. Voilà, ben, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup à la SFPU, à l'ESFBD, à l'UFSBD de manière générale de nous avoir proposé de faire cette conférence. Et puis je vais laisser la parole à Isabelle pour introduire notre propos. Bon, merci Adrien. Bonjour à tous. Donc là, quelques mots pour commencer sur les affections de longue durée, donc ALD. C'est un dispositif établi par la Sécurité sociale pour les patients présentant des pathologies dont la gravité ou le caractère chronique nécessitant donc un traitement prolongé et pouvant être coûteux. Euh, est différencié en trois parties. La LD30, donc c'est une liste de 30 pathologies qui est référencée par l'assurance maladie. Et la LD31 et 32, qui sont des pathologies qui ne sont pas incluses dans cette liste, mais avec des durées de traitement pouvant être supérieures à 6 mois. Donc pour ces pathologies, il y a une exonération du ticket modérateur pour les soins qui sont en rapport avec la pathologie indiquée dans la LD. Par contre, pour les soins n'étant pas en rapport, il y a des restes à charge qui peuvent exister, donc comme les dépassements d'honoraires et les forfaits hospitaliers. Concernant les ALD et la parodontologie, donc comme dit précédemment, il y a des prises en charge qui sont maintenant établies pour la LD8 depuis 2019 et pour les 5 autres ALD depuis 2024. Donc la LD5 concernant l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme et les cardiopathies valvulaires. La LD7 pour les déficits immunitaires et les infections par le VIH. La LD13 pour les maladies coronaires, donc l'infarctus du myocarde. La LD22 pour la polyarthrite rhumatoïde et la LD27 pour la spondylarthrite grave. Il tient au chirurgien dentiste de vérifier que le patient est bien éligible et donc a bien cette ALD, les ALD cités. Donc on peut vérifier soit par l'attestation ALD que possède le patient, soit en vérifiant sur le dossier médical partagé à l'aide de la carte vitale et de la carte CPS. Adrien, je te laisse prendre la suite. Alors, ce sur quoi on va se focaliser dans cette conférence, c'est d'essayer à la fois de vous présenter d'un point de vue physiopathologique les interrelations qu'il y a entre les maladies parodontales et d'autres pathologies systémiques, et finalement les réflexions qui ont amené à faire en sorte que la sécurité sociale prenne en charge une partie du traitement de ces patients. On va essayer de répondre dans notre conférence à quatre questions principales. Déjà de savoir si la parodontite influe les pathologies chroniques inflammatoires, et notamment celles qui ont été citées principalement dans le cadre des ALD, mais on verra que il y a quelques particularités puisqu'il y a également des pathologies aiguës qui ont été mises en avant.
Alors, bien entendu, hein, si on ouvre ce propos, c'est que oui, il y a un impact et un impact peut-être même dans les deux sens hein, entre ces différentes pathologies, mais on va essayer de le détailler pour essayer de faire comprendre à chacun les réflexions qui ont amené à prendre en charge ces traitements. Puis, on va surtout s'axer sur les conséquences pour le traitement parodontal de ces relations entre ces différentes pathologies. Et puis, on va du coup aborder la notion de la relation avec le patient et avec les médecins qui est essentielle dans le cadre de ces prises en charge. Alors, simplement quelques rappels, mais juste pour s'intéresser aux éléments qui vont nous amener à comprendre les relations physiopathologiques entre les deux pathologies. La parodontite, comme vous le savez, c'est une maladie chronique, c'est une maladie immuno-inflammatoire qui par le passé était dite infectieuse et qui aujourd'hui est plutôt dite dysbiotique. Pourquoi on a fait cette nuance, c'est tout simplement parce que la maladie infectieuse implique une infection liée à des bactéries et on s'est aperçu qu'en réalité, les bactéries impliquées dans la parodontite étaient finalement assez peu virulentes en elles-mêmes, mais c'est leur organisation et du coup la création d'un déséquilibre en relation avec la réponse de l'hôte qui va entraîner la maladie et c'est ce qu'on va qualifier de dysbiose. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre puisque finalement, c'est un petit peu le même mécanisme qui se passe dans d'autres pathologies au niveau d'autres microbiotes et notamment au niveau intestinal, même si c'est pas notre propos. Donc, on a des caractéristiques que vous connaissez bien, des saignements gingivaux, des poches parodontales, de l'alvéolus, de la perte dentaire. Et d'un point de vue physiopathologique, ce qui est extrêmement intéressant de noter, c'est que en réalité, les bactéries en elles-mêmes ne sont pas tant un problème que la réaction immuno-inflammatoire de l'autre, puisque la destruction en elle-même va surtout être occasionnée par l'organisme. Et on s'aperçoit que dans un certain nombre de pathologies, et par exemple dans les mécanismes qui amènent à faire un accident vasculaire cérébral, et on y reviendra tout à l'heure, eh bien, c'est le même mécanisme qui se produit, c'est-à-dire que quand notre organisme est dépassé, mais il finit par être délétère pour lui-même. Et donc, en présence d'une dysbiose, on a initialement une extravasation des leucocytes avec la formation d'un mur de neutrophils. Et c'est dans le cadre de l'ensemble de cette organisation qu'on va avoir une destruction des tissus parodontaux et qui nous amène au diagnostic de parodontite tel qu'on le connaît bien. Ici, l'exemple d'une parodontite sévère avec une alvéolyse qui est plus sévère au maxillaire qu'on ne vous montre pas, et ici une alvéolyse plus modérée à la mandibule en présence d'inflammation, de suppuration, de saignement. Très bien. Pour compléter, donc la parodontite, on la classifie et on fait un diagnostic à l'aide de la classification de Chicago 2017, donc qui nous permet de d'établir des stades et des grades. Donc les stades pour estimer la sévérité et la complexité de la parodontite et les grades pour évaluer le risque de progression de la parodontite. Donc sur le premier tableau, excuse-moi, c'était les stades qui allaient de 1 à 4. On regarde principalement bah, la perte d'attache, la profondeur de poche parodontale, l'alvéolyse, donc le niveau d'alvéolyse et le type d'alvéolyse et le besoin de réhabilitation complexe. Ensuite, sur le deuxième tableau que vous pouvez voir, on regarde les grades, donc de A à C. On regarde principalement bah, le ratio du pourcentage d'alvéolyse par rapport à l'âge. Et on a des facteurs modificateurs qui nous intéressent particulièrement, c'est-à-dire la consommation de tabac et la présence d'un diabète, qu'il soit équilibré ou non équilibré. Et ce qui nous permet aussi de nous interroger face à un patient présentant une parodontite de grade C, si le diabète n'est pas connu, c'est peut-être le moment de se poser la question d'un dépistage de ce diabète. Par rapport à d'autres pathologies, il est vrai que la parodontite, même si pour nous elle peut être un élément de complexité, puisque bon, c'est quand même la sixième pathologie la plus prévalente, elle va concerner plus de 743 millions de personnes dans le monde. On sait qu'elle augmente avec l'âge et qu'elle est influencée par le tabac, mais comme je disais, par rapport à d'autres pathologies,
finalement, la parodontite, elle se prend en charge assez facilement si on la compare à une hospitalisation, par exemple, dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral, ou si on la compare à la gestion d'une infection par le VIH. Ici, vous avez l'exemple des révisions de techniques de prophylaxie orale avec le passage de brossette interdentaire chez un patient qui est essentiel au traitement parodontal. On va pas trop s'attarder sur le traitement en lui-même. Mais on voit bien ici quand même qu'on a des brossettes qui sont d'un diamètre assez important, puisque ces brossettes vont permettre une amélioration du contrôle de plaque, et c'est vraiment par leur diamètre adapté qu'elles vont apporter du coup un équilibre supplémentaire dans du coup la problématique de la dysbiose. Le traitement, il se poursuit par aujourd'hui une instrumentation principalement ultrasonique, euh, faiblement réglée avec une puissance qui est maîtrisée, une irrigation au goutte à goutte, sans douleur pour le patient, qui se fait généralement en une séance et sur les parodontites les plus sévères en deux séances, en éliminant les dépôts de tartre et le microbiote et dysbiotiques en sous-gingival et en supra-gingival avec des micro-inserts coudés qui nécessitent une certaine technicité, mais qui aujourd'hui permettent de réaliser des traitements dans des bonnes conditions, sans sensibilité pour le patient et du coup avec un certain confort pour le praticien. Et ces traitements, on sait qu'ils fonctionnent très bien. Et finalement, quand on compare, du coup, bah, par rapport aux pathologies qu'on a citées préalablement, hein, faire un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, eh ben, le traitement parodontal en lui-même, il a été jugé comme à la fois essentiel, de par les recherches qu'on va vous montrer, mais également, du coup, par la simplicité de sa mise en œuvre par rapport à des pathologies qui étaient plus complexes. Et c'est comme ça qu'on obtient une cicatrisation parodontale. Et c'est dans cette logique-là qu'il a été décidé la prise en charge de ces pathologies. Le lien entre les maladies parodontales et un certain nombre de pathologies euh, est au niveau physiopathologique objectivé par deux mécanismes principaux. Alors, il est du fait de la présence d'une poche parodontale au sein de laquelle il va se passer un certain nombre de remaniements et je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont impliquer d'un côté des bactéries. Ces bactéries vont pouvoir migrer dans la circulation sanguine, c'est ce qu'on appelle une bactériémie. Alors, les bactéries, elles sont faiblement pathogènes. De fait, elles peuvent être présentes dans la circulation sanguine sans entraîner un choc septique, une septicémie, qui, elle, serait fatale avec d'autres bactéries, mais elles sont présentes et elles occasionnent un certain nombre de dégâts et on en verra des exemples par la suite. Deuxième élément principal que j'ai développé tout à l'heure, c'est la réponse immuno-inflammatoire de l'hôte. Et en fait, par une réponse exacerbée au niveau de la poche parodontale, on a également une réponse systémique. Et c'est du coup cette réponse inflammatoire qui va être permanente chez les patients atteints de parodontite va occasionner des destructions associées et qui va être associée à, du coup, au développement ou en tout cas à l'aggravation de pathologies systémiques. Et là, on a un très beau travail qui avait été fait dans une revue prestigieuse par une équipe anglaise. Alors, la bactériémie, pour bien la visualiser, bon, elle correspond à peu près à généralement 10% des personnes en bonne santé parodontale, par exemple à l'issue d'un détartrage. Mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que si un patient présente une gingivite, donc si finalement la gencive présente des risques d'ulcération, au moins en interne, hein, dans la paroi du coup des poches parodontales, cette bactériémie, elle va être à 20% et quand il présente une parodontite, elle peut monter jusqu'à 73%. C'est-à-dire que quand on réalise un acte, on va occasionner une bactériémie. Mais ce qui est également intéressant de regarder, c'est que par contre, chez un patient qui a une parodontite, même quand qu'on ne fait pas d'acte, au quotidien, il a une bactériémie qui est assez faible, mais qui est présente quand même de l'ordre de 7 à 10%, qui peut augmenter à 20% en présence de mastication, donc finalement une activité quotidienne, mastication ou brossage.
Et après, ça augmente un petit peu plus lors d'un sondage. Pourtant, cette bactériémie, elle concerne des bactéries qui sont faiblement pathogènes et on verra que du coup, ça va beaucoup impacter nos recommandations. En prévention de l'endocardite infectieuse, un risque qu'on connaît bien, qui est un risque vital, là, on va être amené à prescrire des antibiotiques pour protéger de la bactériémie immédiate. Et vous le verrez que, en réalité, dans la plupart des pathologies dont on va parler par la suite, malgré cette bactériémie, on ne va pas avoir besoin de se protéger par un antibiotique, et notamment parce qu'en fait, cette bactériémie, elle est quotidienne et que le protéger à un instant T n'est pas forcément une solution. Mais le risque, finalement, il vient avec le temps du fait de la chronicité de la pathologie. D'autres études montrent effectivement qu'en présence d'une parodontite, on a une augmentation certaine de la CRP, qui est un reflet de l'inflammation de l'organisme, de l'ordre de 1,5, 1,56. C'est une augmentation qui reste faible, mais c'est une augmentation qui est permanente. Et de nombreuses études montrent qu'en présence d'une CRP augmentée, par exemple un patient qui présente une obésité a une CRP augmentée permanente qui est également faible, et bien, cette CRP augmentée permanente va être associée à d'autres pathologies et notamment, on le verra, les maladies cardiovasculaires. Bien. Pour en revenir à la dysbiose, donc qui est prépondérante dans la maladie parodontale, elle est en fait multifactorielle. Donc ce schéma est pour resituer un peu tous les facteurs qui favorisent cette dysbiose, pardon. Donc on retrouve principalement effectivement l'hygiène bucco-dentaire, la prise d'antibiotiques ou d'antiseptiques, des variations de l'immunité et ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, les maladies systémiques. Donc par exemple le diabète, qu'on va développer un peu plus. Donc, quelques rappels sur le diabète. C'est une maladie dont la prévalence augmente. Au niveau mondial, on a 425 millions de personnes qui sont atteintes, donc on arrive à peu près à 9% de la population. En France, il y a 4,3 millions de personnes atteintes. On distingue donc deux types, hein, le type 1 et le type 2. Le type 2 est majoritaire. Parmi les patients présentant un diabète, on retrouve 20 à 30% de patients non diagnostiqués atteints de type 2, ce qui fait une part importante. Et ensuite, pour terminer, on va suivre l'équilibre de ce diabète grâce à un examen biologique que vous connaissez bien, l'hémoglobine glyquée. Et on cherche à avoir pour un diabète équilibré, avoir une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7%. Je compléterai le propos d'Isabelle en m'appuyant sur ce graphique pour vraiment noter qu'une personne sur 11 est concernée, passée à, du coup à peu près la quarantaine, 45 ans, ce qui veut dire que dans notre pratique quotidienne, il y a forcément un patient dans la journée qui est diabétique. Et du coup, beaucoup s'ignorent et on reverra notre responsabilité dans ce dépistage. Oui, tout à fait. Ensuite, le diabète comprend des complications. C'est là où on arrive à la parodontite. Ces complications sont dues à des micro- et des macroangiopathies, donc principalement des problèmes cardiovasculaires, des problèmes rénaux, des rétinopathies, des neuropathies, des problèmes au niveau, des complications au niveau des membres inférieurs, dont les pieds, et des complications au niveau bucco-dentaire. Donc la parodontite est considérée comme la sixième complication du diabète. Le risque de développer une parodontite est majoré en cas de diabète, qu'il soit contrôlé ou non contrôlé. Bien sûr, ce risque est augmenté en cas de diabète non contrôlé. Il peut être multiplié par 5. Donc c'est pour ça que le diabète est considéré comme un facteur de risque des maladies parodontales. Donc ici, ce schéma, pour retranscrire le lien qui existe entre la parodontite et le diabète, ce sont des liens bidirectionnels qui sont donc dus principalement à une réaction immuno-inflammatoire et cette inflammation systémique de bas grade. Du côté du diabète, avec cette hyperglycémie, on a donc un stress oxydant avec des produits de glycation avancés qui donc favorisent la réaction immuno-inflammatoire. Et du côté de la parodontite, la présence de ce microbiote dysbiotique et de destruction entraîne aussi des produits de l'inflammation.
Donc, cette réaction inflammatoire bah, augmente la résistance à l'insuline et favorise donc aussi la destruction osseuse. Le diabète, donc considéré comme un facteur de risque majeur des parodontites, bah, des études montrent en évidence que chez les patients diabétiques, la parodontite est majorée, avec une augmentation de la fréquence, de la sévérité et de la vitesse de progression. Et donc, le contrôle du diabète influe sur la sévérité de la parodontite et aussi sur la durée en fait, d'atteinte du patient, depuis quand le patient est atteint de ce diabète. Donc vraiment, le facteur de risque doit être inclus ben, à présent dans notre diagnostic et dans nos plans de traitement et nos pronostics parodontaux. Ensuite, il est à rappeler ben, que la consultation parodontale est un moyen de dépistage de ce diabète. Il est à démontrer que sur une cohorte de patients de plus de 40 ans présentant un facteur de risque de diabète, euh, dont le diabète n'était pas connu avant la consultation, on a pu dépister des stades de prédiabète ou de diabète établi chez 73% de ces patients. Et ensuite, il faut évoquer ben, les bénéfices des traitements parodontaux sur l'équilibre du diabète. Donc, suite à une thérapeutique parodontale bien conduite, on a pu avoir une amélioration de l'équilibre du diabète par une réduction de l'hémoglobine glyquée. Ce traitement parodontal a permis une réduction des bactéries et des antigènes bactériens circulants, diminuant ainsi les médiateurs inflammatoires. Donc, on peut obtenir une diminution de l'inflammation systémique, une régulation de l'assimilation et de la réponse à l'insuline. Donc, au total, avec un traitement parodontal bien conduit, on peut obtenir une réduction de l'hémoglobine glyquée, une amélioration de l'équilibre de diabète et donc moins de complications liées au diabète. Et ça, je trouve, c'est un discours qui est essentiel parce que quand on réfléchit à notre rôle, nous, en tant que chirurgien dentiste, on a un rôle sur la sphère orale, mais on s'aperçoit, par les quelques études qui ont été présentées ici, qu'on a un rôle sur la santé générale, du patient. Et quand on voit le nombre de millions de personnes qui sont concernées par le diabète et les conséquences d'un diabète non équilibré chez ces patients-là, ben, on peut être fier de pouvoir participer à cette prise en charge. Malheureusement, c'est vrai que comme on n'est pas toujours suffisamment informé sur le sujet, euh, mais parfois on passe un petit peu à côté, et d'où l'importance de ce propos. Eh bien, voici un cas clinique bah, pour illustrer chez un patient diabétique. Donc, c'est un patient de 66 ans atteint de diabète de type 2. L'hémoglobine est à 5,5%, donc il est plutôt dit équilibré, avec une hypertension et la présence de stress. Il a, au niveau des thérapeutiques médicamenteuses, il a deux antidiabétiques, metformine et sitagliptine, un antihypertenseur et un anti-hypercholestérolémien. Donc cliniquement, on voit bien bah, qu'il y a une présence d'une parodontite avec des récessions parodontales, des pertes osseuses, même interradiculaires. Et là, on a pu diagnostiquer une parodontite de stade 4 et de grade C généralisée, bah, liée principalement au rapport alvéoli-âge supérieur à 1. Et moi, ce que je trouve intéressant avec ce cas clinique, c'est finalement que et on en pourra en rediscuter hein, avec vous et avec grand plaisir tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, ça, c'est un peu le patient qu'on voit tous les jours, hein, le patient qui a une soixantaine d'années, qui a 3-4 médications, qui a un diabète qui est équilibré. Alors, pour lui, il est équilibré, pour d'autres, il l'est moins, qui est un peu stressé, qui a de l'hypertension. Enfin, c'est vraiment notre patient de tous les jours. Et ce patient-là, du coup, il présente une parodontite et en fait, bah, passé une cinquantaine d'années, il y a un patient sur deux qui présente une parodontite. Donc vraiment, c'est au quotidien nos patients de tous les jours. Et on voit bien que chez ces patients-là, prendre en charge leur parodontite, c'est aussi prendre en charge leur diabète. Et via cette vignette, c'est le message qu'on voulait passer. Alors, une deuxième famille de pathologies qu'on voulait vous présenter, parce que vous doutez bien que quand Isabelle vous a présenté les 5 nouvelles ALD, du coup ça fait 6 au total, ça regroupe un certain nombre de pathologies. On ne va pas présenter l'ensemble,
mais aussi parce que c'est pas forcément nécessaire, puisqu'on va essayer de vous présenter les logiques de traitement qui sont associées à l'ensemble des pathologies concernées et qui sont assez similaires. Et donc là, on va parler des maladies cardiovasculaires, que c'est des pathologies du coup qui sont très fréquentes et qui vont concerner beaucoup de patients. Le premier constat qu'on fait, c'est que la littérature, pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, elle est unanime. Toutes les études qui ont été réalisées sur des dizaines de milliers de patients montrent qu'il y a un risque plus élevé de faire un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde chez un patient qui présente une parodontite. Et ce risque, il est même 3 fois plus important chez un patient qui présente une parodontite sévère. Et donc ça, c'est une donnée sur laquelle j'insiste. J'ai eu l'occasion moi-même de faire une thèse d'université, un doctorat en médecine vasculaire, et c'est des sujets que j'affectionne particulièrement et qui sont mon quotidien. On a la chance à l'hôpital Henri Mondor de pouvoir recruter la première cohorte mondiale de patients qui ont fait un AVC, qu'on va soigner, qu'on va prendre en charge pour essayer d'améliorer leur santé vasculaire et donc de diminuer le risque de faire un second AVC. Mais et je m'aperçois que quand je discute avec mes confrères, avec mes consoeurs, ce message est encore trop peu passé, et donc j'insiste dessus. Mais 3 fois plus de risque de faire un AVC quand on a une parodontite sévère, c'est quasiment le poids de la consommation de tabac. Alors, les pathologies, en termes de facteurs de risque, elles se retrouvent beaucoup, hein. Il y a des facteurs de risque qui sont partagés, hein. Le fait d'avoir un diabète, le fait d'être stressé, l'évolution avec l'âge, le fait de consommer du tabac. Mais malgré l'ensemble de ces facteurs de risque partagés, les statistiques sont unanimes. Le risque est vraiment augmenté de faire un accident vasculaire cérébral chez des patients qui présentent une parodontite sévère. Les parodontites sévères, ça concerne à peu près 11% de la population des personnes qui ont plus de 45 ans, ce qui veut dire que ça concerne énormément de personnes. C'est pas, comme on voyait tout à l'heure, une personne par jour dans le cabinet, mais c'est à peu près 3 personnes, 4 personnes par semaine minimum en fonction de sa patientèle. Et donc, ça concerne quand même beaucoup des patients de notre quotidien. Alors, pourquoi on s'intéresse aussi aux pathologies cardiovasculaires? Ben, c'est parce que c'est des pathologies qui sont bien connues, dont on a l'impression qu'on maîtrise beaucoup des facteurs de risque. Et pourtant, malgré les traitements, malgré les millions, les milliards mis dans la volonté de contrôler ces pathologies, ça reste les premières causes de décès dans le monde, avec les cardiopathies ischémiques, donc les infarctus du myocarde en premier, et les accidents vasculaires cérébraux en second. Et donc, bien au-delà du cancer, même si ces dernières années, les cancers, tristement, sont beaucoup montés dans les statistiques. Ces pathologies, ces deux types de pathologies, elles sont liées principalement à ce qu'on appelle l'athérothrombose, c'est-à-dire la formation d'une plaque d'athérome dans le vaisseau sanguin. Cette plaque d'athérome, elle va se développer par l'intrusion dans la paroi du vaisseau sanguin de lipides qui vont dans un contexte généralement de flux perturbé, de flux sanguin perturbé où l'artère est assez abîmée, par exemple au niveau des carotides, où on a un flux qui est très fort et ce flux sanguin va irriter un peu la paroi de l'artère. On va avoir du coup une entrée de ces lipides dans la paroi artérielle, une réaction de l'organisme qui au tout début va être bénéfique, puis après va être complètement disproportionnée, perdue. Et la problématique, la plupart du temps, ce n'est pas d'avoir cette plaque d'athérome, c'est que cette plaque, elle devienne incontrôlable et qu'elle se rompe. Et des études ont montré qu'on retrouvait des bactéries associées à ces plaques d'athérome, et probablement que la présence de ces bactéries va entraîner une augmentation des phénomènes qui vont fragiliser la plaque. Et ces bactéries, notamment, sont des bactéries parodontales. Alors, le sujet n'est pas que ce soit des bactéries parodontales, des bactéries de l'intestin, des streptocoques oraux. Le sujet, c'est que on a bien vu avec le phénomène de la bactériémie que dans le cadre de la maladie parodontale, on avait beaucoup de bactériémie. Dans le cadre de cette pathologie intestinale aussi. Et donc finalement, c'est le fait qu'il y ait des bactéries dans le sang qui augmente le risque d'avoir une rupture de sa plaque d'athérome. Et probablement que du coup, la relation entre les deux pathologies, elle est là. Et comment est-ce qu'on a des bactéries dans le sang? Bah, très souvent à cause d'une porte d'entrée parodontale. Ici,
l'exemple d'un patient qui est encore une fois le patient presque de tous les jours, qui a 65 ans, qui est en léger surpoids, qui est stressé. Il qualifie lui-même son stress de l'ordre de 6 sur 10. Il a un certain nombre de médications qui sont des médications qui vont permettre de contrôler ce risque cardiovasculaire puisqu'il est suivi pour ça, comme beaucoup de nos patients. Mais le facteur que le patient ne maîtrise pas et que le médecin ne maîtrise pas, puisqu'il regarde rarement la bouche, c'est que le patient il présente un facteur supplémentaire de risque cardiovasculaire, une parodontite de stade 3 et de grade B, c'est-à-dire une parodontite sévère d'évolution modérée qui a évolué avec le temps, comme pour beaucoup de patients, et qui est généralisée. On a un point de sévérité un petit peu plus important au niveau de la 16, mais c'est vraiment ça notre patient de tous les jours. Et on verra après, dans le cas de l'exemple de la prise en charge d'une patiente, mais notre rôle à ce niveau-là de discussion avec le patient et avec le médecin. Alors, je vais aborder un troisième élément qui n'est pas une pathologie en elle-même, mais qui est un facteur de risque qui est commun à beaucoup de pathologies, c'est le sevrage tabagique et notre rôle dans le sevrage tabagique que je juge essentiel. Je vais vous aborder seulement quelques notions très brèves, quelques propos, mais si vous êtes intéressé, je fais justement un autre webinaire sur le sujet lundi prochain, donc n'hésitez pas à les regarder sur les réseaux pour voir, pour développer plus j'ai plus le temps de développer cette partie-là. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que on voit bien que les patients qui sont atteints de parodontite, c'est des patients du coup qui, pour un certain nombre en tout cas, fument et on sait bien que le tabac c'est un facteur de risque des parodontites. Et du coup, contrairement aux médecins qui parfois ont des difficultés d'approche, c'est pas- quand un patient vient les voir et qui a mal au genou par exemple ou qu'il a une douleur à la hanche, eh bien, des difficultés à raccorder la problématique avec la consommation de tabac et donc à accompagner le patient au sevrage tabagique. Alors que nous, en bouche, on se retrouve avec un argument majeur pour les patients qui ont une parodontite, une gingivite, tout simplement des transformations de la gencive pour accompagner au sevrage tabagique. Qu'est-ce que nous disent les quelques études qui existent sur le sujet? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, moi j'ai été formé en apprenant qu'il était très compliqué d'accompagner les patients au sevrage tabagique et qu'il valait mieux pas essayer à confier à des addictologues. Sauf qu'en fait, des addictologues, bah, il n'y en a pas tant que ça, ils sont débordés. Et en réalité, moi, les addictologues avec lesquels je travaille, ils me disent, mais lance le sevrage initialement et adresse-nous les patients quand le sevrage n'a pas fonctionné. Et on voit bien en réalité par ces quelques études que même si on a un effet de saturation sur l'aide au sevrage tabagique, euh, au bout de 90 minutes à peu près d'accompagnement au sevrage, on voit bien qu'en parlant seulement 3 minutes, on augmente déjà le pourcentage de sevrage tabagique. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que on ne peut pas, nous, dans notre pratique quotidienne, faire du sevrage tabagique avec une consultation spécifique. Mais on peut trouver 3 minutes pour parler au patient de ce sujet-là et le conseiller ou lui proposer d'en reparler lors d'une prochaine consultation de soins. Parce que notre objectif, on va le voir, mais ça va être de s'intéresser à comment on permet aux patients de limiter les envies irrépressibles de fumer. Et ça, on le verra notamment par la prescription de substituts nicotiniques. Un élément qui, moi, dans mon dialogue avec le patient, m'intéresse particulièrement, c'est de lui poser la question, à un moment donné, quand le sujet a été abordé, simplement de savoir s'il décidait aujourd'hui d'arrêter de fumer, quelle confiance il aurait en sa capacité à intervenir, à y parvenir. Et en fait, sur cette échelle que je qualifie de 0 à 10, si le patient me répond autre chose que 0, ça me permet d'engager la discussion. Ça me permet du coup de lui demander mais pourquoi un et pas 0, pourquoi 2 et pas 0. Et à partir de là, le patient, il parle et on peut rebondir sur le sujet et on peut l'accompagner. Et ça fonctionne vraiment bien. On peut l'accompagner avec des prescriptions de substituts nicotiniques sur lesquels on pourra revenir si vous avez des questions sur le sujet. Mais avec deux questions simples, on arrive à savoir quel type de patch on peut mettre et conseiller le patient. Il faut savoir que le patch en lui-même n'est pas suffisant et qu'il faut souvent l'accompagner, voire même toujours l'accompagner d'une forme orale. Donc il faut discuter avec le patient, explorer du coup la difficulté qu'il a à savoir s'il a envie ou s'il n'a pas envie d'arrêter de fumer et le plaisir parfois qu'il y ressent pour l'accompagner au mieux. Et donc dans les prescriptions, clairement, il faudra associer les formes orales et les patchs, ce qui va beaucoup accompagner le patient et ce qui peut tout à fait se faire en pratique quotidienne, en omnipratique au quotidien.
Là encore, l'exemple flagrant hein, d'un patient qui fume, qui présente une parodontite de stade 3 et de grade C généralisé et qui est aussi notre quotidien dans notre pratique personnelle. Bien, donc pour prendre la suite, donc, quelle va être l'influence dans notre pratique de cette prise en charge? On va reprendre un cas clinique, le cas d'une patiente de 67 ans qui arrive en disant qu'elle a mal, qu'elle a les dents du bas, pardon, qui bougent et les dents du haut qui commencent à s'écarter et ça commence à l'inquiéter. Elle présente en pathologie une hypertension qui est traitée par biothérapie, une hypercholestérolémie, en prévention cardiovasculaire, un traitement par cardégique. Elle a une obésité sévère avec un IMC à 39 et elle a un antécédent de consommation de tabac, donc à 20 paquets années, qui est sevré depuis 15 ans. Donc cliniquement, on retrouve des récessions parodontales généralisées, un contrôle de plaque perfectible avec un indice de plaque à 93%, des saignements en sondage et une inflammation gingivale généralisée et sévère. On retrouve également au niveau dentaire des entr'onglements et des migrations pathologiques, des mobilités au niveau des incisives mandibulaires et des poches parodontales profondes, c'est-à-dire supérieures à 5 mm. Pardon. On effectue donc notre examen radiographique rétroalvéolaire. On décrit donc sur ce bilan une alvéolyse horizontale généralisée modérée à sévère avec des lésions endopparodontales et des lésions interradiculaires. Donc on reprend notre classification de Chicago pour établir notre diagnostic. Donc on prend la colonne où finalement on trouve le critère supérieur. Donc aussi, on peut déjà dire qu'on est sur un stade 4 et un grade C. Donc c'est une parodontite généralisée sévère qui a besoin de réhabilitation complexe et qui a un risque d'évolution rapide. Donc là, on reprend nos facteurs de risque. Donc on peut voir qu'il y a des facteurs de risque à la fois concernant les maladies cardiovasculaires et le diabète. Donc elle a un âge supérieur à 60 ans, une hypertension, un surpoids, une sédentarité, une hypercholestérolémie et bon, l'antécédent de tabac qui reste à garder qu'il faut garder en mémoire. Et concernant le diabète, plus spécifiquement des antécédents familiaux, donc on se pose la question d'un dépistage du diabète. Ça, c'est vraiment très important d'avoir à l'esprit puisque ce qui va changer en premier lieu par rapport à notre prise en charge habituelle, c'est que quand on voit cette situation d'une parodontite sévère, on va revenir à notre entretien médical et on va essayer de mettre en avant les différents facteurs qui seraient impliqués dans la santé générale de la patiente. Alors, on sait déjà qu'elle est à risque cardiovasculaire, elle est suivie pour ça. Elle a fumé, c'est vrai, et même s'il n'apparaît plus dans la classification parce qu'elle a arrêté depuis 15 ans, on peut se dire que le grade C, il est peut-être associé à son tabac. On peut aussi se dire qu'il est peut-être associé à un diabète qui n'avait pas été diagnostiqué. Alors, dans le cadre du coup de cette patiente, on va être amené à prescrire deux glycémies à jeun espacées de 8 à 10 jours pour pouvoir dépister le diabète. En fait, la première glycémie serait suffisante, mais parfois elle n'est pas forcément très bien réalisée et la deuxième permet de confirmer ou d'infirmer un diagnostic. C'est, c'est en tout cas comme ça que c'est conseillé pour faire le dépistage aujourd'hui en France. Il y a d'autres outils qui sont peut-être plus performants, mais c'est déjà de très bons outils et c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, que ça soit en cabinet ou à l'hôpital dans la prise en charge des patients. Ça veut aussi dire cependant que si on dépiste un diabète, on doit l'annoncer au patient ou si on suspecte un diabète après une glycémie qui est inadaptée et puis on réadresse au médecin généraliste pour prise en charge. Ici, la patiente n'était pas concernée par un diabète. Alors, cette patiente-là, elle avait déjà arrêté de fumer, mais sinon, on aurait du coup eu un rôle dans son sevrage tabagique, comme je l'ai abordé tout à l'heure. Bien sûr que chez cette patiente-là, on a revu la prophylaxie orale avec le brossage dentaire, le calibrage des brossettes interdentaires. On a mis en œuvre le détartrage et le débridement sous-gingival. Et chez cette patiente-là, qui est à risque cardiovasculaire, qui ne présente pas de diabète,
Il n'y a pas d'antibiotiques qui sont conseillés et on le reverra. De manière générale, comme je vous le disais, la problématique n'est pas la bactériémie puisque le risque médical, il n'est pas très important avec les bactéries parodontales de manière aiguë. Par contre, il l'est de manière chronique. Donc, en fait, notre rôle à nous, notre responsabilité, c'est pas de protéger un acte à un instant donné, c'est de limiter la bactériémie sur le long terme et donc de prendre en charge la parodontite. Cependant, quand on va faire le traitement parodontal, on a vu que chez les patients qui présentaient une parodontite, la bactériémie était plus importante et on va conseiller de traiter la parodontite en plusieurs séances. Alors qu'aujourd'hui, avec les technologies ultrasoniques bien réglées, avec des micro-inserts, on arrive de plus en plus à traiter les patients en une ou deux séances. Ce qu'on pourra conseiller cependant, c'est que pour limiter quand même cette bactériémie, on pourra réaliser notre traitement sous irrigation. Non pas pour améliorer le traitement parodontal, puisqu'on a bien vu que l'irrigation n'améliorait pas le traitement parodontal, les résultats du traitement parodontal, par exemple l'irrigation à la bétadine, mais du coup pour limiter le risque de bactériémie. Il n'y a pas de risque hémorragique particulier chez ces patients-là en non chirurgical et en chirurgical, on va les traiter comme des patients qui ont un risque hémorragique modéré, puisque du coup ils sont souvent sous anti-agrégants plaquettaires seulement. On va bien entendu, chez cette patiente-là, réaliser un traitement endodontique et puisque les dents étaient nécrosées dans le cadre de la lésion endopparodontale. Et dans ce contexte très particulier, on a décidé de mettre en place une contention puisque la mobilité ne permettait pas un bon contrôle de plaque. Donc, chez ces patients qui présentent de manière générale une pathologie liée aux ALD 5, 7, 8, 13, 22 et 27, l'un des éléments les plus importants, c'est d'expliquer le lien entre les pathologies qu'ils présentent et les maladies parodontales pour augmenter leur motivation à traiter leur maladie parodontale, mais également pour qu'ils puissent en parler à leur médecin si nous n'avons pas eu l'occasion de l'informer de la présence d'une parodontite sévère, pour qu'il le rajoute à la liste des facteurs de risque. Et notamment, par exemple, dans les facteurs de risque cardiovasculaires, le médecin, en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque, va adapter son traitement. S'il ignore un de ces facteurs de risque, la parodontite sévère, peut-être que le patient sera du coup suivi de manière non adaptée et que s'il était au courant, le médecin qui suit le patient, de la présence de ce facteur de risque supplémentaire, il adapterait ses médications ou son suivi médical et donc c'est de notre responsabilité. Bien entendu, de fait, traiter la parodontite par des conseils d'hygiène orale adaptés et du coup, pour ces patients-là, ne pas mettre en place d'antibioprophylaxie particulière, mais par exemple pour des patients qui auraient une hémoglobine glyquée, pour des patients diabétiques qui seraient complètement déséquilibrés, dans ce cas-là, mettre en place l'antibioprophylaxie. Et donc ça, c'est vraiment à adapter, à prendre en compte en fonction du risque médical du patient. Par rapport à la séance de soins, il n'y a pas de raison d'interrompre le traitement chronique. Et l'antibioprophylaxie, les recommandations ont évolué. Et donc ça, je vous conseille fortement d'aller regarder sur le site du Collège national d'enseignants de parodontologie ou de la Société française de parodontologie et d'implantologie orale. Les recommandations des sociétés savantes ont évolué sur le sujet et il y a un travail de la Haute Autorité de Santé pour enfin faire évoluer les recommandations de 2011. Et nous, nos recommandations aujourd'hui, c'est de considérer que le patient qui présente une hémoglobine glyquée entre 7 et 8 est un patient qui, selon les règles médicales, a un diabète non équilibré, mais qui n'est pas à risque réel pour la santé, pour tout ce qui est acte classique, voire même, du coup, pour tout acte de détartrage et débridement sous-gingival, et qu'on va privilégier l'utilisation d'antiseptiques à l'utilisation d'antibiotiques compte tenu du problème de résistance aux antibiotiques aujourd'hui. Donc, le détail de ces recommandations, il est présent sur les sites internet de ces deux sociétés, mais on peut en discuter volontiers si vous avez des questions à ce sujet. La patiente en elle-même, on l'a traitée classiquement. On est parti d'une situation qui était assez sévère avec une amélioration après, du coup, une première séance, une deuxième bonne amélioration après une réinstrumentation. Et puis, il restait encore un petit peu de tartre en profondeur, notamment au niveau des molaires, et on obtient des bonnes cicatrisations. Et puis après, dans le cadre de la prise en charge, les poches supérieures à 6 mm vont avoir une indication chirurgicale. Ça correspond à moins de 5% des patients et à moins de 10% des sites chez les patients. La plupart du temps, le traitement non chirurgical est suffisant et les poches de 4 à 5 mm pourront être suivies par des réinstrumentations. Et donc ça, c'est le suivi classique d'une patiente, mais sur lequel on a adapté quelques précautions que je vous ai citées préalablement.
Chez les patients, du coup, comment on va réagir? Ben, chez les patients qui ne présentent pas de maladie ou d'ALD spécifique, on va du coup aller vers la prévention, l'explication de la maladie. Et chez les patients qui présentent une ALD spécifique, on va en plus renforcer l'action sur la parole, sur du coup le lien avec les pathologies chroniques et notamment prendre contact éventuellement avec le médecin ou en tout cas en parler au patient pour qu'il en parle à son médecin. Et après, ben, en fait, assez classiquement, on va gérer les facteurs de risque, faire acquérir les bonnes pratiques d'hygiène orale et faire le traitement parodontal. Mais chez les patients qui sont à risque, on va peut-être augmenter le suivi à 3 à 4 fois par an si c'est nécessaire en fonction de la pathologie concernée. Ensuite, pour un petit peu terminer nos explications, on va détailler la prise en charge par la sécurité sociale. Donc, pour la population générale, on rappelle, c'est des actes non opposables, non remboursables. Les prix sont fixés par les chirurgiens dentistes. Dans le cadre de ces ALD, on a donc des tarifs opposables qui, en fait, en fonction du nombre de sextants traités. Donc, s'il y a un sextant traité pendant une séance, c'est 80 euros. Deux sextants, c'est 160 euros la séance. Et trois sextants, ou plus, c'est 240 euros la séance. On ne peut pas facturer plus de trois sextants pendant une séance de soins. La prise en charge comprendra un bilan parodontal qui est vraiment un bilan dit de dépistage. On peut le facturer qu'une seule fois. Et ensuite, on pourra effectuer un traitement initial, donc avec une à six séances, où on pourra facturer six sextants et on pourra renouveler, suite à une réévaluation, un traitement complémentaire. Donc pareil, de une à six séances, six sextants maximum, et ce, pour 3 ans de prise en charge. Après ce traitement initial et complémentaire, donc la maintenance ou le suivi parodontal n'est pas pris en charge. Donc depuis 2019 pour le diabétique, depuis 2024 pour les 5 autres ALD. Et donc là, il y a un schéma récapitulatif, hein. Donc le bilan parodontal, l'assainissement en traitement initial, une première évaluation prise en charge. Et c'est le maximum qu'on pourra avoir en remboursement pour 3 ans. Alors, ce qui est vraiment important de noter ici, bon, c'était pas un exercice qui était facile. On a essayé de vous présenter autour de quelques pathologies et la gestion de la consommation de tabac, l'ensemble des problématiques. Déjà, la base initiale de réflexion autour des relations physiopathologiques entre les pathologies que nous avons présentées. Le fait qu'il y ait le remboursement par la sécurité sociale, qui n'est pas simple, hein, on le comprend bien, mais qui est quand même du coup présent, qui n'est pas négligeable et qui permet de prendre en charge ces patients alors que ce n'était pas le cas avant et que c'était du coup un sujet d'attention. Et on voit bien que, en tout cas, notre propos, c'est qu'on peut intégrer ça dans notre pratique quotidienne à l'ensemble de nos patients et qu'on a un rôle à jouer à la fois sur la santé générale, en prenant en charge ces patients, voire même en dépistant certaines pathologies. Et donc, le rôle du praticien, il est essentiel dans l'information des patients sur ses risques éventuels, sur sa prévention, mais également dans le traitement des maladies parodontales, traitement des maladies parodontales qui peut se faire majoritairement en omnipratique, mais qui peut aussi, du coup, être adressé et orienté vers des praticiens qui sont plus expérimentés pour la gestion des parodontites les plus sévères. On vous remercie de votre attention et on est disponible si vous avez des questions et on espère que malgré cet exercice qui est jamais très simple et c'était un sujet vaste à aborder, que cela vous a plu. Merci à vous deux pour votre présentation et toute l'attention que l'on peut porter. Donc, rappelez aussi qu'il est important de bien faire son questionnaire médical, de bien le renouveler fréquemment, hein, pour suivre l'évolution des patients et des pathologies qui peuvent déclarer au fil des années. Donc, bien suivre ça. Je rappelle aussi, donc, comme vous l'avez présenté, donc, ce guide est téléchargeable, vous pouvez le retrouver, hein, l'objectif prévention, sur nos deux associations, que on a aussi édité avec la SFPIO il y a 2 ans, je crois, un objectif prévention aussi sur le sevrage tabagique, donc qui peut être aussi un guide, une aide pour vous, les praticiens, si vous voulez
vous engager dans le sevrage tabagique de vos patients. Donc, vous pouvez retrouver ces deux guides dans le site de nos associations. Je voulais juste rebondir peut-être sur l'antibiothérapie. Bien repréciser que c'est pas parce qu'on est un diabète qu'on a forcément une antibiothérapie. Et puis il y a une question un petit peu plus précise. Merci pour votre présentation. Les patients jeunes souffrant de parodontite stade 3 grade C, anciennement appelée parodontite agressive, devraient présenter une faible bactériémie avec une faible présence de plaques, mais associée à une destruction importante des tissus parodontaux. Pourquoi la prescription d'antibiotiques systémiques est-elle indiquée chez ce genre de patients? Alors, si ça te va, Isabelle, je veux bien répondre à cette question et je te laisserai éventuellement répondre à la question de Céline qui est en dessous. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. C'est un sujet qui est très intéressant, qui est très controversé aussi. Les parodontites chez les patients jeunes, du coup, c'est à la fois des parodontites, donc la même pathologie, et c'est quand même une entité qui est un peu à part, hein. On peut se retrouver, du coup, et pour ceux peut-être qui sont habitués à mes travaux, à savoir que je suis très intéressé par ces pathologies, que j'essaye de suivre des familles, et on peut se retrouver avec des patients qui ont 9 ans et qui ont une parodontite avec des poches parodontales profondes. Et donc, on voit quand même que même si la physiopathologie, c'est-à-dire la destruction des tissus, suit le même procédé que pour les parodontites dont on est en train de parler là, qui sont des parodontites du coup auxquels on est le plus habitué, il se passe autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des antibiotiques chez ces patients-là alors que la plupart du temps, dans une parodontite, les antibiotiques ne sont pas recommandés? Chez ces patients-là, il y a une destruction qui est sévère et rapide. Donc, il y a une notion de phase aiguë qui est plus importante et donc phase infectieuse qui là est probablement du coup présente. Donc, il a été suspecté par le passé la participation de certaines bactéries spécifiques. Ça reste à discuter. Mais du coup, devant cet aspect qui là pour le coup n'est pas forcément que dysbiotique, mais probablement aussi un peu infectieux, il a été décidé de mettre des antibiotiques et les résultats ont montré qu'il pouvait y avoir des améliorations avec la mise en place d'antibiotiques. Maintenant, pour être complètement honnête, moi dans ma pratique, j'en mets plus beaucoup ou pas en première intention parce que même dans ces situations-là, on se retrouve avec des facteurs locaux quand même souvent qui sont présents, hein. Donc ça dépend vraiment des patients, mais quand on a beaucoup de tartre, de la plaque, des encombrements, on a quand même des facteurs locaux qui nous font comprendre qu'on a une destruction qui est présente. Et on s'aperçoit que si on ne gère pas ces facteurs locaux et qu'on ne met que des antibiotiques, ça ne fonctionne pas. Et donc moi, je préfère gérer les facteurs locaux dans un premier temps, faire mon traitement parodontal et éventuellement, s'il y a une inflammation sévère qui persiste, malgré ce traitement bien mené, dans ce cas-là, prescrire des antibiotiques. Et on voit bien que sur le long terme, donc sur court terme, on a des résultats intéressants sur les antibiotiques, mais en fait, sur le long terme, à 5 ans, 10 ans, eh bien, ces résultats restent plus relatifs. Et du coup, on se questionne toujours sur l'utilisation. Mais aujourd'hui, ça fait toujours partie des recommandations, même s'il faut toujours se poser la question de savoir si c'est une première intention ou une seconde intention. Mais c'est quasiment la seule indication de la prescription d'antibiotiques pour ces patients-là. Et donc là, c'est pas pour prévenir un risque médical, c'est pour améliorer le succès du traitement parodontal. Et donc, si je voulais conclure, synthétiser sur ce sujet-là, pour améliorer le traitement parodontal, ça ne fonctionne que dans ces indications-là. Toutes les études sont assez claires sur le sujet. Pour la gestion des patients à risque, là, c'est autre chose, c'est des antibioprophylaxies. Et là, c'est pour les patients qui ont une endocardite principalement, ou alors les patients qui présentent un risque médical assez important. Donc, les patients qui ont un diabète très déséquilibré, mais moi, personnellement, je préfère, du coup, y aller progressivement, diminuer l'inflammation, c'est-à-dire faire un détartrage supragingival dans un premier temps, lui, du coup, apprendre à avoir un bon contrôle de plaque, prendre contact avec son médecin traitant pour que le diabète s'équilibre un peu mieux, avant de me lancer sur les antibiotiques. Et je ne mets les antibiotiques que si vraiment je dois intervenir en sous-gingival de manière profonde en présence d'une inflammation sévère et que je n'ai pas pu gérer le diabète en parallèle. Et puis après, quelques patients qui ont des immunodéficiences à cause de certaines pathologies, avec notamment du coup les leucocytes qui sont très bas. Voilà, un peu ma réponse autour de ce sujet-là, qui reste un sujet complexe et auquel les experts réfléchissent tous les jours. Et je vous le disais, la Haute Autorité de Santé est en train de se réunir aujourd'hui
Et j'ai la chance de faire partie du groupe de relecture et je vois bien que c'est des sujets qui sont complexes, mais du coup qui évoluent en fonction de la science. Très bien, merci Adrien. Donc Céline, peux-tu répondre à cette question? Bonsoir, pouvez-vous nous donner l'intervalle de temps entre le traitement initial et le traitement complémentaire? Oui, très bien. Bah, je vous remercie pour cette question. Bah, alors, d'un point de vue biologique, souvent, on se laisse quand même 3 mois, hein, le temps de la cicatrisation parodontale entre le traitement initial et la première réévaluation. Après, du point de vue de la sécurité sociale, il n'y a pas de précision vraiment d'intervalle. Donc, moi, je vous conseille de le Donc, faire en tant que précisément parodontiste, vous préconisez 3 mois. de 3 mois. Voilà. Très bien. Alors, on a évoqué les ALD qui sont reconnus aujourd'hui, mais on sait aussi qu'il y a d'autres liens avec d'autres maladies. Donc, notamment, une question sur est-ce qu'il y a un lien entre les maladies parodontales et la maladie d'Alzheimer? Tu veux répondre, Isabelle? Tu préfères que je réponde? Bah, je te laisse répondre, oui. Il y a Oui. effectivement des relations qui ont été établies entre les deux pathologies. Alors, contrairement à beaucoup d'autres pathologies qui ont été abordées, les études sont récentes sur le sujet. Et donc, la réponse est oui, il y a des relations entre les deux pathologies. Le mécanisme, c'est probablement un mécanisme qui ressemble à ce qu'on vous a décrit, c'est-à-dire que en présence de bactéries dans la circulation sanguine du fait de la maladie parodontale, on a ces bactéries qui vont dans la circulation sanguine traverser du coup la barrière hémato-encéphalique et donc se retrouver dans le cerveau et donc accentuer la maladie d'Alzheimer. Donc, à chaque fois, hein, je pense que c'est important de le préciser, on ne dit pas du tout que la parodontite est à l'origine de toutes les pathologies qu'on a citées, hein. Elle participe, c'est un facteur de risque complémentaire. Et donc, là, dans la maladie d'Alzheimer, c'est prouvé, mais les études sont trop récentes et on manque de recul, ce qui est probablement la raison pour laquelle la sécurité sociale n'a pas encore incorporé cet ALD dans la prise en charge des patients. Donc oui, il y a une relation entre les deux. Les études sont très parlantes sur le sujet. On manque quand même de recul. Et donc, avant que ça s'intègre dans nos pratiques et notamment que la sécurité sociale évolue sur le sujet, il faudra encore probablement quelques années. Mais sinon, les recommandations dans le traitement de la maladie parodontale chez les patients Alzheimer ou à risque Alzheimer, elle est la même. Mais oui, chez les patients à risque, il faut le considérer comme un facteur complémentaire et en parler également aux médecins ou aux patients pour qu'ils le prennent en compte. Ce qui ouvre des perspectives, hein, de toute façon, pour la prise en charge avec des ALD on voit bien, c'est fait déjà en 2 temps pour les 6 premières. Et donc on peut penser qu'en effet, dans quelques années, il y aura une ouverture à d'autres ALD, à d'autres maladies. Encore une question sur l'antibioprophylaxie. Comment savoir quelle maladie immunodéficiente nécessite une antibioprophylaxie HIV cancer? Oui, bah, tout à fait. Bah, ça dépend effectivement bah, si vous avez un suivi aussi par une numération de formule sanguine des leucocytes, voir si on est dans les normes. Effectivement, les patients atteints de VIH, on suit aussi le taux des leucocytes CD4 et la charge virale. Et après, il y a vraiment tous les traitements en fait, qui sont donnés aux patients s'il y a un risque d'immunodépression lié au traitement. Pour les cancers, il ne faut pas oublier, il y a les phases de chimiothérapie, mais il y a aussi de la chimiothérapie orale qui est donnée parfois au long cours, hein. Donc, c'est vraiment bah, reprendre l'anamnèse avec le patient, vérifier ses médicaments, vérifier les traitements immunosuppresseurs et s'il y a un suivi effectivement de numération de formule sanguine. Et dans le moindre doute, contacter le Oui, médecin pour c'est lui le demander médecin, oui. s'il a le patient et il est du coup vraiment à risque infectieux. En réalité, pour le HIV, aujourd'hui, les traitements sont tellement bons que moi, je me suis pas une Exactement. seule fois posé depuis des années, hein, pas une seule fois posé la question de devoir mettre des antibiotiques chez un patient HIV. Il y a vraiment un très bon suivi, c'est très bien maîtrisé aujourd'hui et c'est rare de voir un patient qui n'est pas suivi. En tout cas, en métropole, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas partout. Et je sais, du coup,
que ça peut être des questionnements peut-être dans d'autres lieux. Mais quand même, voilà, le HIV, c'est vraiment très peu une question. Et les cancers, voilà, il faut être un petit peu éloigné des phases du coup de traitement, notamment de chimiothérapie. Mais ça peut être de quelques jours parce qu'en fait, la diminution de l'immunité, elle est parfois très ponctuelle. Et donc, mettre des antibiotiques, c'est pas toujours nécessaire. Par contre, ce qu'on recommande vraiment, c'est du coup de faire des bains de bouche à ces patients-là. Un bain de bouche, 30 secondes avant de commencer le soin, enfin 30 secondes, enfin voilà quelques minutes, enfin voilà juste avant de commencer le soin, ça diminue déjà de plus de 50% le risque de bactériémie. Donc c'est déjà énorme. Donc faire un bain de bouche à tous ces patients avant de faire un soin, un examen, je pense que c'est vraiment le message à retenir avant même de commencer du coup à la prescription d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est vraiment pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse et du coup c'est souvent de l'antibioprophylaxie qui est unique, 2 grammes la plupart du temps. 1 heure avant l'acte. Pour le reste, on est quand même beaucoup sur des antiseptiques. Pour le reste, euh, c'est vraiment au cas par cas et pourquoi pas prendre contact avec le médecin ou en tout cas, comme le disait Isabelle, dans un premier temps, avoir tout simplement une prise de sang et le résultat de cette prise de sang. Parfait. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des questions pour ce soir. Merci beaucoup pour vos conseils, pour votre expérience que vous nous avez partagée ce soir. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine conférence et à une bonne soirée à vous tous. Au Belle revoir, bonne soirée à soirée. toutes et tous et merci Bonne encore de soirée. cette opportunité et merci beaucoup pour toutes ces questions et tous ces échanges. Merci Merci Xavier. Merci à beaucoup. tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.